Première chose, je suis très content d'être là. C'était une opportunité pour moi un petit peu de redonner un petit peu à cette communauté qui m'a en fait permis de grandir, de m'amuser énormément, de produire du contenu je suis sûr que certains d'entre vous utilisent au travers d'Amazon, au travers d'autres expériences. Donc, je vais commencer. Un petit disclaimer avant qu'on démarre trop. Ça fait 20 ans que j'habite aux États-Unis. Je n'ai pas de français dans mon quotidien. Donc, ma tendance, c'est de faire comme ce monsieur et de passer de français à anglais un peu tout le temps. Je cherche mes mots en français de manière assez régulière. Je pense que les personnes qui m'ont parlé ces 2-3 derniers jours ont pu le constater. Donc, je vais faire assez simple. Puisqu'on parle de start-up, je veux parler un petit peu de Wise. Mais avant vraiment de parler de Wise et Wise Lab, qui est un petit peu un phénomène en ce moment sur le marché américain, je vais parler un peu de qui je suis. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont pensé que ça valait le coup de me faire venir de Seattle? D'abord, tout simplement, j'ai un diplôme d'ingénieur de l'UTC, génie logiciel. Rien de vraiment spécifique. Après, j'ai passé plus de 10 années dans un R&D à développer du logiciel, notamment du logiciel qui est utilisé par Airbus Industries. Donc j'ai pris sur les 16 ans que j'ai passé dans la société, j'ai passé 3 ans et demi à Toulouse. Donc c'était aussi une opportunité pour moi de revenir, reconnecter un peu avec la ville. J'étais ici de 2006 à 2010. Ensuite, j'en ai eu un petit peu marre de faire du code, de faire de l'architecture, de faire toutes ces choses-là, parce que c'était tout le temps la même chose. Et j'ai décidé de faire un MBA. Donc, j'ai un MBA en entrepreneurship et management. Ça m'a ouvert toute une nouvelle gamme d'outils, toute une nouvelle vision de ce que c'est qu'une société, de ce qu'il faut pour une société pour vivre. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de faire le parallèle entre mes pratiques d'informaticien et ma pratique de manager. Et ce qui est intéressant, c'est que je retrouvais exactement les mêmes schémas, les mêmes patterns qui se répliquaient. La seule différence, c'est qu'au lieu de travailler avec des ordinateurs qui ne veulent pas faire ce que je veux et qu'il faut que je me batte avec, maintenant, c'est avec les ingénieurs qu'il faut que je me batte, ils ne font pas ce que je veux et il faut que j'arrive à leur faire ce qu'on essaye de fermer. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un peu de consulting pour des Fortune 500, des gens comme Walmart, des gens comme Levi Strauss, des gens comme Home Depot, des gens comme QVC, donc pas mal de grands noms, où là, en fait, je les ai aidés à mettre en place un certain nombre de processus sur le design produit, la conception de produits et ainsi de suite. Donc ça a duré 4 ans. Et quand vous êtes dans un avion 4 fois par semaine, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et à ce moment-là, je me suis dit, finalement, l'architecture, c'était pas trop mal. Donc je suis revenu à mes sources. Et j'ai eu la chance, en fait, d'être embauché chez Amazon, plus précisément Amazon Web Services, où, en fait, on m'a donné la responsabilité de créer un nouveau service. Il s'appelle Service Catalogue. Donc, c'est un service de haut niveau. Ce n'est pas un service infrastructure, nécessairement. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai pris le service de zéro, des requirements, et je l'ai amené jusqu'à la production. Jusque le lancement officiel à New York, où on a lancé officiellement le produit et où on a commencé à prendre des appels sur les services. Donc ça m'a pris 2 ans. J'ai appris énormément sur... je pensais être plutôt bon sur de l'informatique distribuée. J'ai découvert
nouveau monde complet avec Amazon. Le niveau à laquelle ils opèrent est absolument phénoménal. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Après 2 ans, on est un peu lessivé. Besoin de voir quelque chose d'autre. À ce moment-là, Amazon avait annoncé un nouveau produit assez intéressant qui s'appelait Echo, et ça m'a complètement fasciné. Et en fait, j'avais fait du B2B toute ma vie. Je voulais faire un peu de B2C. Donc j'ai discuté avec pas mal de managers, et ils m'ont dit « Bienvenue ». Donc je suis passé du B2B AWS, très opération, très production, et je suis passé dans l'équipe Alexa, où là j'ai en fait participé à tout ce qui est... en fait j'étais responsable de toute la customisation du speech pour intégrer les commandes, pour intégrer les données spécifiques du client. Par exemple, quand vous nommez un device à l'intérieur de l'application, eh ben ce nom, en fait, il est pris, on reconstruit un fichier spécifique pour le machine learning, et on injecte ça. Et à chaque fois que vous faites une commande au travers d'Alexa, on va chercher ce fichier, on le retire, on le monte dans le moteur d'inférence, de manière à ce que le moteur d'inférence connaisse les éléments qui vous sont spécifiques. Donc si je décide d'appeler un interrupteur Netflix et je dis « turn on Netflix », eh ben, le système sait qu'on parle d'un interrupteur et non pas d'une application. Donc ça, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous changez le nom, il faut que dans les 5 secondes qui suivent, tous ces modèles soient mis à jour. Et il y a à peu près 60... enfin, quand j'ai commencé, on mettait à jour à peu près 5 modèles, 6 modèles différents. Quand j'ai quitté, on était à plus de 40 modèles. Parce que non seulement on fait le modèle qui correspond au device name, il faut aussi tous les modèles qui sont associés aux artistes. Si vous achetez un CD, on réindexe tous les titres, tous les chanteurs, groupes, et on réindexe aussi tous les noms d'albums. Donc, si vous avez un jeu qui s'appelle Yellow Submarine, ou si vous avez acheté les Beatles et il y a Yellow Submarine, quand vous dites « Play Yellow Submarine », le système de cette manière, c'est un petit peu mieux si vous parlez d'un jeu ou d'une musique. Et donc après, peut résoudre de manière un petit peu plus importante. En l'espace d'1 an, cette équipe, elle a grandi. On est passé de 4 ingénieurs à plus de 70 personnes. C'est le genre de croissance qu'on voit chez Amazon. Et le truc qui est pas vraiment bien, c'est que 70 personnes, on a en fait échoué sur nos tentatives de recrutement. Le but, c'était d'avoir 100 personnes. Donc, un des aspects, c'est qu'on commence à avoir une hyper-spécialisation, non seulement du management, mais aussi des ingénieurs. Parce qu'on s'appuie sur des éléments très très fins qu'il faut résoudre et qu'il faut optimiser à la milliseconde. Après 1 an dans ce groupe-là, je voulais voir quelque chose d'un petit peu plus large. Donc j'ai changé de position. Je suis passé d'un Software Development Manager, où j'avais la responsabilité de faire grossir l'équipe, d'être sûr que les gens que j'avais sous ma responsabilité avaient grandi, avaient appris, s'étaient développés. Et je voulais voir en fait quelque chose de beaucoup plus large. Donc en fait, j'ai changé d'équipe et je suis passé dans l'équipe Smart Home, donc toute l'équipe domotique d'Alexa. Et j'étais en charge en fait de coordonner tous les projets liés à l'application mobile. Donc là, on a réécrit toute la section domotique parce que c'était en web, il y avait 2 secondes de response time, c'était absolument horrible. Et on nous a dit, faut qu'on ait une application qui soit top-notch. Donc vous allez tout réécrire
tout refaire, et puis au passage, on va rajouter tout un tas de fonctionnalités. Donc ça, c'est ma vie Amazon. C'est 4 ans et demi. C'est pas des années de chien, mais ça dure quand même pas mal de temps. Il y a énormément de travail, énormément de pression pour garder tout up and running et d'avoir tout le développement qui est nécessaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait après ça ? Après Amazon, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que je n'avais pas vraiment la possibilité de faire. C'est que j'ai rejoint une start-up. La start-up, elle s'appelle Wise Labs, et je suis maintenant senior directeur de tout ce qui est technologie et services. C'est-à-dire que j'ai tout un tas de trucs à faire, et vous savez que dans une start-up, il y a très peu de personnes et il y a beaucoup de travail. Donc vous faites tout ce qui est possible, tout ce que vous pouvez faire, il faut juste se jeter dessus et puis l'accomplir. Mais mes tâches principales sont essentiellement la revue des technos qu'on utilise au travers des différents produits qu'on a. Je suis le point de contact business et technique pour toutes les intégrations. Donc je travaille avec Amazon Alexa de manière quasiment daily, tous les jours. Google Home, IFTTT, Apple, tous les grands noms qui veulent travailler avec nous. Et la majorité, c'est eux qui nous appellent. Ils nous disent on a vu ce que vous faites, on est intéressé, dites-nous. Google, ils nous appelaient toutes les semaines en nous disant quand est-ce que vos caméras fonctionneront sur la plateforme Google Home. Finalement, on l'a fait. Ça nous a pris beaucoup plus de temps que je voulais, mais bon, c'est fait. On travaille sur des services complémentaires, donc ça, j'ai la charge. Je fournis aussi pas mal de recommandations sur Smart Home et sur les fonctionnalités et comment on va approcher un certain nombre de choses. Et je fais aussi beaucoup de validation technique sur le cloud, toutes les architectures qu'on met en place. Voilà, ça c'est pour moi. Je voulais vous parler un petit peu de Wise parce que il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur ce modèle. La première des choses, c'est Wise a été créé par des anciens d'Amazon. On est à Seattle, après tout, Amazon est un gros employeur. Donc jusque-là, pas beaucoup de surprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que la compagnie a été créée il y a moins de 2 ans. Mais tout l'ADN d'Amazon, en fait, on l'a incorporé à l'intérieur de Wise. Donc on a enlevé un certain nombre de pratiques qui ne sont pas forcément bonnes ou qui ne sont pas forcément applicables à notre échelle, mais on a gardé vraiment cet ADN. Amazon, en fait, se définit énormément au travers de ce qu'on appelle les leadership principles. Il y en a à peu près 11. Et chaque employé les connaît parce qu'à la fin de l'année, ils vont être validés sur ces éléments-là. Et au cours de l'année, dans les différents meetings, ils vont être appelés à répondre sur ces leadership principles. Les 2 premiers, enfin, ce n'est pas qui sont premiers, c'est les 2 qui sont importants et ceux sur lesquels on a mis un accent chez Wise, c'est un Customer Obsession. Toujours penser au client. La question qu'on a chez Amazon de manière systématique, c'est quel est le besoin client que tu essaies d'adresser avec telle ou telle fonctionnalité. Si la réponse c'est il n'y a pas de besoin client, le commentaire suivant, ça va être pourquoi tu travailles dessus. S'il n'y a pas de bénéfice pour le client, on ne le fait pas. Donc ça, c'est un des points qui est extrêmement important et qui revient systématiquement. Customer Obsession. Pense au client avant tout. Le deuxième leadership principle qui est intéressant et qu'on utilise tout le temps, c'est Invent and Simplify. N'ayez pas peur de créer de nouvelles choses et simplifier tout le temps. Une des choses qui m'a choqué le plus quand j'ai démarré chez Amazon, c'est la simplicité de la majorité des solutions.
une des choses qui est devenue très très claire, c'est que plus vous augmentez la complexité de vos développements, moins vous allez arriver à faire du scaling à grande échelle. Donc, par exemple, base de données SQL, interdit chez Amazon. Absolument interdit. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin des queries, enfin de la flexibilité dans les queries. Les queries sont plus ou moins prédéfinies. Par exemple, une table d'utilisateur, vous allez l'adresser en général par deux moyens. Soit le user ID, soit l'email adresse. C'est tout. Quasiment jamais vous allez avoir une query sur l'adresse, le zip code ou autre chose comme ça. Il y a des systèmes de BI, de business intelligence, qui peuvent avoir besoin de cette info. Mais ça, c'est des systèmes séparés. Pour tous les autres systèmes, en général, on avance... Pour tous les autres systèmes, en général, on peut se limiter à ces deux queries dont j'ai parlé. Je viens d'avoir le message qu'il faut que j'accélère, donc on va passer plus vite. Donc l'autre truc qui est intéressant, c'est que 80% du management de Wise est en fait ex-amazonienne. Donc on perpétue cet ADN. Quelle est la mission de Wise? Donc Wise, on veut faire du Enhanced Lifestyles through Affordable Technologies. En gros, on veut... c'est un peu global, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on veut faire de la domotique, on veut être présent près du client, et on veut faire ça au travers de technologies qui est abordable d'un point de vue coût, mais aussi d'un point de vue technique. Comment est-ce qu'on approche ce développement? Tous les produits qu'on conçoit, on les conçoit en pensant à nos familles et nos amis. C'est-à-dire, est-ce que mes parents vont être capables de mettre la caméra sur le Wi-Fi? Quels sont les steps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça? Invent and simplify. Donc ça, on regarde partout. Et ça va aussi dans les fonctions. Par exemple, on peut faire du time-lapse. Un time-lapse, on dit à quelle heure ça démarre, à quelle heure ça finit, et quelle est la différence entre tous les combien on prend une photo. C'est tout. Il n'y a pas besoin que ce soit plus compliqué. On appuie sur un bouton, boum, le time-lapse est créé. On regarde aussi les coûts, et on essaye de minimiser les coûts de manière systématique. Si c'est quelque chose qui va nous coûter trop cher, ou quelque chose où il va falloir qu'on passe le coût vers le client, on regarde si vraiment il y a de la valeur. S'il n'y a pas de valeur, ça dégage. Donc il y a quelques fonctionnalités dont on avait parlé qui semblaient intéressantes et qui à la fin ont fini à la poubelle parce qu'on ne pouvait pas les faire à un coût qui était abordable. On a commencé à regarder, à faire de la détection de personnes dans les vidéos. Ça nous aurait coûté 2 $ par mois par caméra. On ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas les réserves d'argent pour ça. Et on s'appuie évidemment sur les fonctionnalités qui servent pour les besoins du consommateur. Donc, quel est le marché qu'on avait? Le marché, en fait, on a regardé pour créer des caméras, et soit on avait une approche qui était sécuritaire, qui sont les Nest, les Arlo, les Rings, les Blink, ces gens-là. Ils vous demandent immédiatement entre 100 et 200 $ pour obtenir le périphérique, et puis après c'est entre 5 et 15 $ tous les mois pour pouvoir avoir du stockage sur le cloud. Il y avait une alternative, caméra chinoise, elle fonctionne, ça marche. Ça marche, il n'y a absolument aucun problème. Si vous arrivez à la mettre sur le réseau, si vous comprenez le manuel, et si vous comprenez comment l'application fonctionne. En général, c'est là où ça pêche. Mais d'un point de vue technique, elles sont tout aussi fonctionnelles. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire entre les deux. Donc, quel était le besoin? Le besoin qu'on a identifié, c'est qu'il y avait un certain nombre de besoins pour avoir des caméras d'intérieur, pour garder un œil sur les choses qui sont importantes. Le chien, le chat, les enfants. Là, par exemple, on a un exemple d'un chien qui, en fait, a pris une poubelle et a renversé la poubelle.
cette famille a en fait 2 chiens. Ils ont un gros chien et un petit chien. Et le gros chien allait se faire... allait avoir quelques problèmes, et en fait, en regardant la vidéo, ils se sont aperçus que c'était le petit chien qui avait pris la poubelle et qui avait tout mis par terre. Et ça a été capturé avec une de nos caméras. Et il y a un deuxième un segment qu'on a vu, c'est que les gens ont besoin de caméras pour garder un œil sur les progrès ou l'état d'un processus en général. Par exemple, il y a les imprimantes 3D, ça prend 24 heures pour faire un print. J'ai besoin de sortir, je veux savoir si mon print il est toujours en train de marcher, ou bien si je suis en train de faire des spaghettis, ou si je suis en train d'imprimer de l'air. Si j'imprime de l'air ou des spaghettis, il vaut peut-être mieux que je l'arrête. Donc là, ça me donne en fait un moyen de contrôler. Pilule par an, ça c'est en fait un use case qu'on a eu d'un client qui nous a dit « j'utilise une caméra, je l'ai mise au-dessus de la boîte de pilules de mes parents, ce qui me permet de savoir s'ils ont pris leur pilule ou pas. » Donc ça leur fait une remote présence, très simple. Très simple. 5 minutes. Presque. Quelle est l'offre qu'on a donc? Donc l'offre, je vais... on va voir si ça marche. Voilà en fait ce qu'on a sorti. Yeah, move with it. Move with it. Yeah, move with it. Move with it. Yeah, move with it. Voilà. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a utilisée. Merci. C'est la vidéo qu'on a utilisée pour lancer la caméra. Donc là, voilà. Hein, elle fait 2 inches par 2 inches par 2 inches. Donc c'est une première caméra qu'on a lancée. On a fait une première version, la V1, et ça a marché plutôt bien. Je vais parler juste après des résultats. On a itéré immédiatement parce qu'on a vu que en fait, les composants étaient, pas les composants, mais la capacité n'était pas assez costaud pour ce qu'on voulait faire. Donc on a fait une V2 immédiatement. Et on a lancé une autre caméra un petit peu plus tard, ce qu'on appelle Wispan, qui fait en fait exactement la même chose, sauf qu'elle a la rotation 365 et 90 degrés en vertical. Donc ça a permis de faire un petit peu plus de choses. Le résultat, c'est qu'on a vendu plus de 10 000 caméras en quelques jours après le lancement, avec quasiment aucune couverture médiatique. Tout a été fait par word of mouth, social media. Ça a été une campagne vraiment... on ne dépense quasiment aucun argent en marketing. Enfin, on dépensait quasiment aucun argent en marketing. On est en train de changer ça. Au bout de 12 mois, on avait 1 million de caméras vendues. Après 14 mois, on avait 1 million de consommateurs. Et à 18 mois, on a passé la barre des 2 millions de caméras. Donc, inutile de dire qu'on a été
on a été noté par pas mal de fournisseurs de caméras. Amazon nous a dans le collimateur parce qu'ils ont acheté Ring, ils ont acheté Blink. Ils viennent de rappeler leur caméra Blink parce qu'il y avait un problème. Arlo a rappelé leur caméra aussi parce qu'il y avait un problème. Pour le moment, on est bon, nous. Qu'est-ce qui arrive pour nous? On a développé aussi des produits complémentaires. Donc on a ce qu'on appelle des contact sensors, des motion sensors. Donc on a une ligne de produits qu'on appelle Sense. Et en fait, le truc qui est pas mal, c'est que pour réduire le coût, on aurait pu mettre un module Wi-Fi. La majorité des clients ont déjà une caméra. On a juste à mettre le module, le bridge à l'arrière. Maintenant, la caméra sert de gateway Wi-Fi. On n'a pas besoin de mettre les chips. On n'a pas besoin d'avoir une alimentation supplémentaire. Et on peut vendre le paquet avec 2 sensors, plus un motion, plus le bridge, pour $19, ce qui est le prix de 2 sensors normalement avec la compétition. On est en train de lancer aussi une ampoule. Ouais, je sais. J'ai quasiment fini. On est en train de lancer une ampoule. Ça, c'est en cours. Le WiSense, on a vendu tous nos stocks en 10 jours. Plusieurs dizaines de milliers. Ce qui est important, c'est que le produit était complètement inconnu du grand public. Et en plus, on n'avait aucune couverture médiatique. Aucune couverture médiatique. On a juste annoncé à nos clients, hey, on lance ça. Et on est en train de lancer le WiseBulb. Ce qui arrive après, Edge AI, en fait, comme on ne pouvait pas faire de détection sur le cloud parce que c'était trop cher, eh bien, on va faire la détection directement dans la caméra. Et ça, on va le lancer le mois prochain. Dernier point, c'est mon dernier slide, c'est promis. On a une communauté qui est très très forte. C'est une des choses sur lesquelles on a misé dès le départ. Comme on voulait être vraiment centré sur le client, en fait, on a créé une communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de référence qui est très très haut. Ma femme étant dans le marketing, je lui ai donné les chiffres, quelques-uns des chiffres qu'on a de référence. Elle m'a dit c'est impossible. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est impossible à obtenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous nos clients aiment partager. Donc les vidéos, ils nous soumettent les vidéos qui sont intéressantes pour eux. Ils les mettent sur Facebook, on les reprend, on les met avec leur autorisation sur YouTube. Ils nous disent comment ils utilisent le produit. Donc la communauté, en fait, nous donne tout un tas de use cases et nous donne aussi des idées sur quels sont les produits qui arrivent. Le dernier point qui est intéressant, enfin un autre point qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent aussi quelles sont les fonctionnalités qu'ils veulent. C'est-à-dire que la caméra en elle-même, bon, il y a un certain nombre de capacités quand ils l'ont achetée, on continue de la faire évoluer. Non pas d'un point de vue hardware parce que c'est déjà parti, mais au niveau cloud, on n'arrête pas de rajouter des fonctionnalités. Et ce que les clients font, c'est qu'on a un forum, ils viennent là, ils posent, ils disent voilà, je suis intéressé par telle ou telle fonctionnalité, d'autres personnes peuvent voter, et puis on prend ceux qui sont intéressantes et puis on les implémente. C'est comme ça qu'on a eu l'intégration avec Alexa et Google Home, le support d'RTSP, la connexion vers IFT, et plein d'autres améliorations. Fini. Voilà. C'est parti. Bon, merci Frédéric de ta présence ici. En tout cas, moi, je suis super content de pouvoir te parler. On a pu discuter un peu hier entre midi et 2. Je peux te poser quelques questions. Comme disait Jérémy, moi, ça fait quelques années que je travaille avec des développeurs. On a créé plusieurs projets web. On en crée toujours à l'IoT Valley. Et ce qui m'intéressait de voir un peu, parce que forcément, dans ma vie de gestion de projet web, je me renseigne régulièrement sur les best practices, alors ce qui se fait dans les grosses startups qui scale en France ou à l'étranger, chez des Amazon, Netflix, etc. aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre là-bas. Et donc du coup, t'avoir ici avec nous, ça me permet de te poser plein de questions. Et puis de voir aussi la différence un peu sur qu'est-ce qu'est cette culture tech US
versus celle de la culture tech qu'on connaît mieux en France. Donc c'est un peu vraiment le sujet comme ça qu'on voulait parler, qu'on voulait discuter aujourd'hui avec toi. Et tout ça, on peut le faire sur différents cycles de vie au final d'un ingénieur dans une start-up ou dans une boîte un peu plus grosse. Donc déjà, peut-être qu'on pourrait commencer par le recrutement. Parce que tu m'as dit que tu passais quand même pas mal de temps à recruter. Pourtant, chez Amazon, j'imagine que le flux est énorme. C'est pas comme quand on recrutait à l'IoT Valley ou recruter dans une petite boîte à Toulouse. J'imagine que là, des CV, tu dois en recevoir pas mal. Oui, en fait, il y a une des choses qui m'a un peu choqué quand je suis arrivé. Il y a deux choses qui m'ont choqué dans le recrutement. Il y en a beaucoup plus qui m'ont choqué quand je regarde toute mon expérience à Amazon. Mais la première, c'est la quantité de temps que l'on passe à faire du recrutement. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La première des choses, c'est qu'on a des sourceurs qui sont en charge d'aller trouver les candidats, mais les sourceurs, ils ont 10 ou 15 managers à satisfaire, ce qui fait que les CV n'arrivent pas forcément à la bonne vitesse. Autrement dit, c'est trop lent. Donc la réponse que j'ai eue de mes sourceurs, c'est si tu veux que ça aille plus vite, bah, tu me fournis les CV et je contacterai les personnes. Donc j'ai commencé à passer pas mal de temps à en fait trouver mes propres ingénieurs que je voulais recruter et après les mettre dans la boucle. Ça a été numéro 1. Donc ça, l'activité recrutement pour un manager chez Amazon, c'est à peu près 50% de son temps. Je répète, 50% de son temps. C'est absolument énorme. Il y a d'autres choses qui viennent. Quand on évalue en fait quand on évalue un candidat, on l'évalue sur les leadership principles dont j'ai parlé. Pas forcément les 11, mais au moins les 4-5 qui sont les plus importants par rapport à la position. On évalue un petit peu le technique. Mais surtout, à la fin, il y a une question qui revient systématiquement et qui est demandée à chacune des interviews. C'est est-ce que le candidat est meilleur que 50% de ton équipe? Si la réponse est non, la personne n'est pas engagée. Donc, la barre, elle monte à chaque fois. Raising the bar. Ça, c'est quelque chose qu'on entend chez Amazon tout le temps. Donc, c'est facile quand vous embauchez votre premier ingénieur, mais quand vous êtes à 10 ou 15, ça commence à devenir beaucoup plus difficile. Parce que les critères d'embauche deviennent extrêmement difficiles. D'un point de vue technique, comment tu valides les compétences des personnes qui t'ont entré? Il y a plusieurs choses que je regarde. La première, c'est quel est le parcours. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été dans le business depuis 15 ans ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme? C'est le premier. Ça me donne déjà une indication de ce à quoi je peux m'attendre. Ensuite, on ne va pas forcément évaluer, c'est pas demander une question technique et avoir la réponse parfaite. Parce que si on a la réponse parfaite, la prochaine elle va être beaucoup plus complexe, et ainsi de suite. On veut essayer de trouver la limite. Et on va prendre en fait une question et la développer à un point où la personne va craquer et ne pourra pas répondre. Le truc, c'est toujours d'arriver à évaluer est-ce que la personne est capable de comprendre la limitation qu'il a atteint, comment il a réagi. Quand on pose par exemple un problème technique, il y a toujours 1 ou 2 pièges dedans. Les pièges ne sont pas faits pour être méchants, ils sont là pour voir comment les gens réagissent quand on leur montre qu'il y a un problème et à quelle vitesse ils réagissent. Moi j'ai des personnes où ils n'arrivaient pas à démarrer la solution du problème. Je leur ai donné 3 indices et ils ont sauté sur la réponse et après ils m'ont tout développé. Là, il n'y a pas de problème. La progression, la capacité à ajuster et à continuer est plus importante que la condition technique, la capacité technique pure. Quelqu'un qui peut écrire du Java parfait au tableau, ça n'a aucune valeur. Quelqu'un qui est capable de comprendre l'algorithmie, qui est capable de comprendre ce que c'est que l'opération, comment on traite des métriques, ce genre de choses, est beaucoup plus importante à la fin. Ok. Et
On en a parlé un peu, on entend souvent ou on lit souvent le fait que les développeurs français sont super recherchés dans la Silicon Valley et aux États-Unis. C'est quoi, c'est vrai? Je sais pas. Et mon excuse, c'est que j'ai jamais travaillé dans la Silicon Valley. Mais il y avait une règle d'or à un moment que chaque société qui réussit a au moins un ingénieur français dans ses rangs. Je pense que les ingénieurs français sont appréciés aux États-Unis parce qu'on a, dans la majorité des cas, on a une formation qui est un peu différente. Et ça vient de la culture française par rapport à la culture américaine. La culture américaine est très orientée get it done. Donc, pas besoin de comprendre la big picture. En général, on travaille sur comment on va faire pour que tout fonctionne. Les Français ont une approche qui est beaucoup plus top-down, où on a plus la vision d'un process, en quelque sorte, et comment est-ce qu'on va faire les différentes étapes. Donc ça permet en fait de structurer le développement un petit peu mieux, et ce qui permet en fait d'avancer avec un peu plus de certitude qu'on va arriver au fond, à la fin, et qu'on va avoir un produit. Donc je pense que les Français, les ingénieurs français aux US sont appréciés pour ça. Et toi, dans tes équipes, quelles sont les nationalités où tu as pris plus plaisir à travailler ou ceux qui étaient vraiment excellentes ici? Les nationalités n'ont pas trop joué en fait. Les personnalités en revanche, oui. Là où j'ai toujours eu le plus de plaisir, c'est quand tous les ingénieurs agissaient en équipe. Où en fait chacun était capable de, quand il voyait qu'un autre ingénieur avait un problème parce que pas assez de temps ou autre, était capable soit de prendre la relève, soit de donner le petit coup de pouce qui aide pour débloquer la situation. Ça a été mes situations favorables. La situation la plus complexe que j'ai eu à gérer, c'est ici, c'est à Toulouse, avec Airbus. J'avais une équipe d'à peu près 50 ingénieurs sur site, une équipe de 40 ingénieurs en Pologne. On avait 13 nationalités. Et quand je dis 13 nationalités, ce n'est pas 13 qui habitent en France depuis 15 ans, quoi. C'est 13 nationalités qui venaient de leur pays d'origine. On a inclus des Sud-Coréens, on avait Irlandais, Écossais, on avait Français, on avait des Espagnols, des Allemands. Et la culture, en fait, les cultures individuelles étaient très intéressantes. Les Coréens, par exemple, travaillaient comme des malades tout le temps. On a été obligé de les ralentir un petit peu parce que je voulais qu'ils durent dans la durée et j'avais peur qu'ils fassent un burn-out. Et pour eux, ils étaient extatiques parce que ça leur permettait de travailler sur des choses vraiment, vraiment intéressantes avec Airbus. Et on parle d'ingénieur depuis tout à l'heure, c'est important le diplôme pour des boîtes comme ça? Non. Ouais, s'en fout. Complètement. En fait, pour moi, c'est pire. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le GPA, qui est en fait la note qu'ils ont eue avec le diplôme. Mon GPA, par exemple, pour mon MBA, c'est 3,7. La meilleure note que vous puissiez obtenir, c'est un 4,0. Tous ceux qui ont un 4,0, ils le mettent sur leur CV. Pour moi, ça, c'est un red flag. Quelqu'un qui met qu'il a eu un 4,0, ça veut dire qu'il a passé tout son temps à bosser, à rien faire d'autre. Ce qui veut dire qu'il n'a pas de vie à côté, ce qui veut dire que life balance, ça va être un problème, ce qui veut dire qu'ils ne savent pas forcément gérer un échec. Donc là, en général, un 4,0, ça veut dire attention. Ok. Si on avance un peu sur tout ça, en termes de structuration d'équipe, chez Amazon, ça se passe comment? C'est des grosses teams, petites teams, comment ça se passe? En fait, il y a des équipes qui sont énormes en fait. Si on prend par exemple Alexa Mobile, le développement de l'application juste pour la domotique, c'est 40 à 50 personnes. Mais par contre, la structuration, c'est toujours une structuration en petite équipe.
ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une équipe qui est les product managers, une équipe qui est le développement d'une certaine fonctionnalité, ainsi de suite. Ce qui est important, c'est que les SDM, les Software Development Managers, sont en fait responsables complètement de tout le fonctionnel et opérationnel de la fonction dont ils ont la charge. Donc quand j'étais en charge du speech, c'est moi qui décide si je vais faire une fonctionnalité ou pas. J'ai le contrôle de ces ressources. Et personne d'autre peut me forcer à faire cette implémentation. Avoir ce pouvoir, c'est bien, parce que en fait, c'est comme une mini-entreprise. J'ai mes employés, qui sont mes ingénieurs, j'ai mes responsabilités, j'ai mon budget, et il faut que j'exécute le tout. Donc, beaucoup de contrôle. Par contre, ça, c'est une chose aussi, c'est que si on me demande de faire quelque chose et que je dis « j'ai pas le temps de le faire, je peux pas le faire, ou je veux pas le faire », eh ben, l'autre personne, l'autre manager, peut décider de refaire ce que j'avais fait. Donc on risque d'avoir deux systèmes qui font exactement la même chose. C'est pas un problème. C'est jamais un problème chez Amazon. Si on a l'équation 0, 2, 1, si on a un système, c'est mieux que si on en a deux, mais si on en a deux, c'est mieux que si on n'en a pas du tout. Donc on voit régulièrement des systèmes qui ont été créés, qui existent, mais qui ne sont pas complètement adéquats pour la fonction qu'on veut, et on refait ce système à partir de zéro. Et on en refait un nouveau qui rajoute des fonctionnalités, et on enlève le précédent quand on a l'opportunité. Et qu'est-ce que, si tu avais pu en tirer des best practices dans la manière de développer un produit chez Amazon, c'est quoi? Quels sont les trucs qui marchent, que tu as vu marcher, des trucs qui ne marchent pas en termes de développement produit? Je ne sais plus la réponse. Je ne sais pas si tu as une... Il y a une des choses qui est très très importante chez Amazon, c'est l'opérationnel. Il y a beaucoup trop d'ingénieurs qui savent coder le fonctionnel et qui n'ont aucune idée de comment faire de l'opérationnel. C'est-à-dire que chez Amazon, il n'y a pas d'équipe de production. Ça n'existe pas. Il n'y a quasiment pas d'équipe de QA. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des ingénieurs. Et le même ingénieur qui fait le code de la fonction, c'est celui qui est responsable de la qualité et qui est responsable de la fonctionnalité quand elle est en production. Ça veut dire quoi? Et ça je l'ai dit à mes ingés. Tu veux mettre du code pourri en production? Vas-y. Quand le truc pète à 2 h du matin, c'est toi qui te lèves. Ils le font qu'une fois. Et le pire, et comment... Parce qu'à la limite, les gens peuvent se dire oh, « c'est pas grave, de toute façon, je suis debout à 2 h du matin, je m'en occuperai ». Mais le pire, c'est que, en fait, on a un système de rotation, donc on est d'astreinte, les ingénieurs sont d'astreinte, quand ils sont d'astreinte, ils ne peuvent pas être plus loin d'un ordinateur connecté à Internet. Ils ont 15 minutes entre le moment où une alerte est levée et le moment où ils sont sur l'ordinateur en disant « je prends l'appel ». Si au bout de 15 minutes, ils n'ont pas fait ça, l'appel est escaladé immédiatement au manager. Et là, je ne suis pas content. Parce que maintenant, c'est moi qui ai réveillé à 2 h du matin. L'autre truc aussi, c'est que l'ingénieur qui est d'astreinte est responsable pour tout le service. Web service. Il est responsable de tout le web service. Donc, si c'est son petit copain qui a fait du code pourri, qui l'a mis en production, il va entendre parler. Et donc, la manière qu'on utilise pour être sûr qu'il n'y ait pas de code pourri qui rentre en production, c'est qu'on a du code review. On a des branches de développement, classiques, comme tout le monde, sauf que ces branches de développement sont bloquées. Tant qu'il n'y a pas eu des codes review, le code ne rentre pas.
les ingés qui ne veulent pas se lever à 2 heures du matin vérifient que le code est propre et capable de marcher correctement en prod et qu'ils auront toutes les infos nécessaires pour débugger en cas de besoin. Et on crée des runbooks aussi pour aider. Mais ça, c'est fait pendant les phases de développement, ce n'est pas fait a posteriori. Ce que tu me disais aussi, donc il y a une culture de la qualité Ouais. avec un niveau d'exigence d'uptime de 99,99. Ouais. Mais à la fois, il y a une culture, vous encouragez la prise de risque chez les développeurs. Oui. Ouais. Tu me disais, vas-y, tu peux pousser en prod ta merde. Tu peux pousser en prod. Ouais. Disons que les risques, c'est toujours des risques calculés. On dit toujours aux développeurs qu'il n'y a pas de... Il faut prendre des risques. Il faut pouvoir pousser et qu'il y a une fonction en particulier. Quand on fait le développement de la fonctionnalité, on demande à ce que les unit tests soient créés, les tests d'intégration sont créés. Un truc que je disais tout le temps à mes développeurs, qui est important, c'est n'aie pas peur de casser les builds. Ce n'est pas un problème de casser une build. Pourquoi? On a tous ces unit tests, ils sont là pour ça. Ils sont là pour pouvoir te permettre de faire une erreur. Et je leur disais à chaque fois, c'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on a ces tests unitaires? Si les tests unitaires ne cassaient jamais, si à chaque fois qu'on l'exécutait, c'était toujours 100% de réussite, pourquoi est-ce qu'on les fait? Quelle est la valeur s'ils ne cassent jamais? Voilà. Donc, prenez un petit peu plus de risques, laissez les tests se casser, c'est pas grave. Essayez pas, il y a aussi le contraste, c'est n'envoyez pas du code pour voir où ça va casser, pour pouvoir débugger. Ça, c'est pas bon non plus. Hein. Mais n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, les tests sont là pour vous protéger. Et si le test, si tout passe et ça arrive en production et ça casse, eh ben, ça veut dire qu'on a un problème dans les tests, on va fixer les tests et on redémarre. C'est pas un problème. Le truc aussi, c'est que la manière dont on fait les déploiements, ils sont là pour protéger le système pour qu'il soit opérationnel à 99,95%. Et quand il y a une erreur, une grosse erreur qui arrive, un truc qui ça, les grosses erreurs. Je suis sûr que vous avez vu des cas où Amazon n'est pas disponible pour telle ou telle raison. Donc, quand on a un certain nombre d'erreurs qui sont juste au-delà juste du bug, où ça commence à impacter le client, et ça, c'est le critère numéro 1. Est-ce qu'il y a un impact client? S'il y a un impact client, on fait ce qu'on appelle un COE, Cause of Error. Et le Cause of Error, c'est, on va faire une analyse, on va faire une forensic analysis. Comment on dit ça en français? Ok. On fait une analyse post-mortem, en quelque sorte, du problème. Et on va en fait disséquer. La première des questions, c'est quel est l'impact utilisateur? Je veux savoir combien d'utilisateurs ont été impactés, pendant combien de temps, et quelles sont les fonctionnalités qu'ils ont perdues. Est-ce qu'il y a potentiellement un problème de data integrity qui vient sur le fait que ce problème est apparu? Comment est-ce qu'on... donc ça, c'est juste une analyse, ce n'est pas la solution nécessairement. Ensuite, dans cette analyse, il y a ce qu'on appelle les 5 whys. 5 whys, c'est pourquoi est-ce que le problème est apparu? Parce que parce que cette condition était là. Pourquoi cette condition était là? 5 fois. Il faut qu'il y en ait au moins 5 de profondeur. Et on arrive à la fin, et il peut y en avoir plus que 5, hein, et il peut y avoir des branches multiples. Mais cette analyse, elle est extrêmement importante parce qu'elle va nous donner deux choses. Elle va nous donner une liste de leçons qu'on a appris. Alors, je vais vous donner une leçon qu'on a tous appris, c'est que SQL n'est pas scalable. C'est pour ça que c'est interdit chez Amazon. En fonction des différents problèmes, on aura d'autres leçons qu'on a appris. Et on aura une liste d'actions, et cette liste d'actions, il y a une time limit pour les mettre, et le but des actions, c'est que cette erreur ne se reproduise jamais.
qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette action ne se reproduise jamais. Et on va exécuter les actions et on est redevable devant un comité que ces actions ont été exécutées. Le truc qui est hyper important sur ce process, c'est qu'on ne met jamais les noms des personnes. Ce n'est pas un outil pour pointer du doigt, ce n'est pas un outil pour dire « tu as fait une erreur », c'est un outil de correction. Donc on dit l'ingénieur en charge, l'ingénieur qui a développé, on ne dira pas « Joe Smith a fait ça ». On a ces documents, à part quelques-uns, sont publics à l'intérieur d'Amazon. Donc si j'apprends que dans le retail, par exemple, ils ont un problème, je peux aller regarder le COI pour voir ce qui s'est passé exactement. Et donc on peut lire, non seulement c'est une base de données qu'on peut utiliser pour voir si la situation qu'on est en train de mettre en place a généré des problèmes dans le passé, mais on peut l'utiliser aussi pour comprendre un petit peu comment les systèmes fonctionnent. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce COI, dernier point, ces COI sont revus tous les mercredis matin. Il y a 2 heures de réunion avec tous les managers et les grands chefs, le CTO et compagnie. Et on passe en revue tous les COI qui ont été ouverts, en tout cas chez AWS. Et là, on décrypte tous ces points-là. Ok. Bon, moi, j'ai encore plein de questions, mais j'ai plus le temps. Donc là, c'est à vous d'en profiter. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais. Alors, là, en premier. Non, Martial? Moi, j'avais une question, c'était de parler du fait qu'il n'y avait aucune équipe opérationnelle et ouais. aucune équipe de déploiement. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il va quand même y avoir un bon système qui a été mis en place pour permettre qu'il n'y ait aucune équipe de déploiement. Enfin, qu'il y ait avoir un gros de DevOps à l'origine. Ah oui, ça c'est clair. Amazon, il y a 5 ans de ça, faisait 3 builds par seconde. Toutes les secondes, il y avait 3 builds qui étaient faites. Et les déploiements se font après en quasi automatique. Tout le système de build, tout le système de déploiement est en automatique. On ne met pas les mains dessus. Et il y a des systèmes qui permettent même de bloquer les builds, de bloquer les builds en cas de ce qu'on appelle période noire. C'est-à-dire, par exemple, quand on a un événement qui est important, Prime Day, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, on bloque les dates, ce qui fait qu'on n'altère pas ces systèmes. Et ça, en fait, bloque complètement tous les systèmes de déploiement à ce moment-là. Donc oui, il y a un énorme travail à ce niveau-là. Mais c'est des outils, et certains de ces outils sont disponibles maintenant chez AWS. Si vous regardez quelque chose qui s'appelle Code Deploy, Code Deploy, c'est une version simplifiée de l'outil qui est utilisé en interne. Vous avez transformé l'équipe d'Ops en équipe de développement qui a développé On a des équipes de développement pour développer les outils que les ingénieurs utilisent pour faire le fonctionnel. Et l'équipe d'outils internes, ce n'est pas une petite équipe, c'est une très très grosse équipe. Et ils sont tout aussi passionnés que les autres, ça c'est clair. Une autre question? Excusez-moi, mon accent est espagnol. Pas de problème. Tu as parlé de petite équipe et aussi que les ingénieurs sont multitask. On dirait que c'est la méthodologie Scrum. Est-ce que vous travaillez avec la méthodologie Scrum? Oui et non. Ce qui n'aide pas la réponse, je comprends. Oui et non, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie, Amazon n'a pas une méthodologie de développement. Chaque manager est responsable de sa méthodologie. Donc il y a des managers qui font du Kanban, il y a des managers qui font du waterfall, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a de moins en moins. Et la majorité des managers font du Scrum en fait. Daily stand-up, et c'est comme ça qu'ils gèrent un petit peu ce qui se passe et avoir la priorité. Ça leur permet de garder le focus aussi sur le développement. Et la réponse typique des managers, c'est mon sprint est plein, t'attends 2 semaines. Une autre question. Moi, j'avais fait l'entretien pour Amazon. J'ai pas réussi à être embauché.
Essaye encore. Bah, ça c'était voilà, la première question. Combien de dames normalement ils vont pas les combien de dames Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je voulais te dire, moi j'étais en train d'étudier data structures, time and space complexity, algorithms, Java pur aussi. Ouais. Où tu penses qu'il faut se concentrer? Le problème, c'est ça dépend du manager auquel tu parles. C'est le problème. En fait, ça dépend du manager et ça dépend des ingénieurs que tu as rencontrés. Parce que c'est eux qui vont faire l'évaluation. Certains managers sont très pointilleux sur certains détails d'algorithmie. Par exemple, pour moi, un ingé qui n'est pas capable de manipuler un arbre correctement, en général, il ne fait pas long feu avec moi. Parce que les arbres, c'est quand même quelque chose de... Enfin, tout ce qui est hiérarchique, c'est relativement important. On retrouve ce schéma un petit peu partout, de manière un peu systématique. En général, à l'issue d'un entretien, que ce soit sur place ou par téléphone, il y a 3 décisions possibles. La première, c'est ça semble marcher, on va continuer d'avancer vers l'étape suivante. C'est non seulement ça n'a pas marché, la deuxième décision, c'est non seulement ça n'a pas marché, mais on ne pense pas que tu as ta place chez Amazon, auquel cas ils mettent le CV de côté pendant 1 an et ils revisitent dans 1 an. Parce qu'en général, 1 an, c'est à peu près le temps qu'il faut pour les compétences pour monter et aussi pour changer un peu une attitude des fois. Et la troisième, qui est la plus intéressante, c'est ce qu'on appelle un recycle. C'est-à-dire, on voit que la personne a passé tous les leadership principles. Donc ça, c'est une des premières choses à faire absolument. C'est connaître tous les leadership principles et avoir des exemples pour chacun de ces leadership principles. Comment vous avez traité ces points-là? Comment vous avez démontré Customer Obsession? Comment vous avez fait Invent Simplify? Comment vous avez fait Write a Lot? Ainsi de suite. Et le recycle, c'est de dire, cette personne n'est pas bonne pour mon équipe, mais par contre, elle est peut-être bonne pour quelqu'un d'autre. Et auquel cas, ils essayent de remettre, en tout cas aux US et sur Seattle, ils essayent de remettre la personne en contact. J'ai été recycle 2 fois d'affilée avec 2 managers différents avant qu'il y ait un manager qui dise non, c'est la personne dont j'ai besoin. Donc il faut persister, il faut continuer. Une question? Tu parlais de leadership principles, mais tu en as parlé que de 2. Est-ce qu'on pourrait avoir une énumération de tous les leadership principles? C'est possible. Elle est sur Internet, elle est publique. Ouais. On peut continuer avec les questions et je vais essayer de la trouver. Dans le recrutement, est-ce que les qualités techniques, c'est les seuls points qui sont analysés? Non. Les leadership, pas personnalité. Leadership principle, c'est un des points les plus critiques. On va les mettre là. Voilà. Amazon, n'en fait pas un secret. Hein. C'est sûr. J'ai dû perdre la connexion. Non, c'est bon. OK, ça ne veut pas charger. Donc, Sinon, on vous les enverra voilà. par mail. Il y en a 11. C'est les premières choses qu'on va évaluer. Et en général, on va en prendre 4 ou 5 et on va voir où ça se positionne. S'il n'y a pas adéquation complète, on regarde si c'est quelque chose qu'on peut manager. C'est-à-dire, est-ce que je peux aider la personne à grandir et à connaître ce leadership principle et de l'appliquer correctement. Mais il y a hire the best, hire and develop the best, write a lot, invent and simplify. There's another one, il y a un autre qui est très important qui s'appelle have a backbone, disagree and commit. Celui-là, il est essentiel. C'est si vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, il faut le dire. Et que ce soit au manager
ou que ce soit le VP. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand la décision est prise, il faut faire en sorte que tout soit... Il y a une autre question ouais, Oui. Donc vous disiez que c'était 4 anciens d'Amazon qui avaient ouais. des Wise. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont les principes d'Amazon que vous avez décidé d'adopter pour Wise et ceux que vous avez décidé d'écarter, et que ce soit dans le management que dans la production. Dans les leadership principles, on n'en a pas éliminé. Parce que les leadership principles, je pense que c'est ma connexion Internet qui est foireuse. Les leadership principles en eux-mêmes sont bons. Le problème, c'est qu'il y a toujours un moyen d'interpréter ces leaderships. Et dans certains cas, on a des gens qui have a backbone, disagree and commit, qui vont être systématiquement combatifs, ou qui prennent l'opportunité sur le fait qu'ils ont le droit de dire que c'est pas bon, pour en fait pousser au niveau de la rhétorique. Et quand ils poussent au niveau de la rhétorique, eh ben, ça devient de l'intimidation. Et ça, on le voit, je l'ai vu plein de fois, quoi. J'ai été, par exemple, dans une réunion avec un product manager. Elle a fait son papier, elle l'a fait valider par 10 managers différents, et ils ont tous trouvé que le truc était horrible. Et tous étaient sur un point de vue différent. Ah, mais tu ne parles pas assez du customer obsession, tu ne parles pas assez de ça, tu ne parles pas assez de ci. Et à la fin, elle me disait, je ne sais plus quoi faire, parce que de toute façon, il faudrait que je réécrive le document 10 fois, quoi, pour chacune des personnes. Donc ça, en fait, on essaye d'enlever ce genre de choses, mais le leadership principle en lui-même est bon. Donc on maintient le customer obsession, on maintient le have a backbone, disagree and commit, parce qu'on ne veut pas de groupthink, on ne veut pas que quelqu'un pense qu'il y a une erreur et ne le dise pas parce qu'il a peur, parce que c'est un VP. On ne veut pas de ce genre de choses. Donc ça, c'est ces choses-là qu'on a modifiées. C'est pour ça que je dis qu'on a l'ADN, mais on n'est pas Amazon. Et puis en plus, on n'est pas associé à eux. Autre question? Ah. Oui, moi donc j'ai deux petites questions. On travaille combien d'heures à peu près par semaine à peu près. Le temps de travail officiel, c'est 40 heures. Le temps de travail effectif, on est dans les 50, 55 des fois. Sauf quand on est d'astreinte. Tout dépend de quelle qualité vous avez mis en production. Au-delà de la blague, en fait, ça c'est une des choses que les ingés apprennent très rapidement, c'est qu'ils commencent à demander au manager quel est votre niveau de ce qu'on appelle de save-to, qui sont les tickets sur lesquels il faut une réponse dans les 15 minutes. Et si on leur dit on a 30 par semaine, jamais vous allez avoir un transfert interne parce que personne ne viendra dans votre service. Donc, moi, en tant que manager, il faut que j'ai ce chiffre le plus bas possible pour deux raisons. Un, parce que ça veut dire que j'ai moins d'interruption de mon service. Et deux, donc c'est bon pour le consommateur. Et deux, parce que ça me permet d'attirer des ingés en interne et de les recruter. Donc, en fait, les bons services, c'est ceux où les taux d'erreur de production sont très très bas. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir des code reviews qui sont solides, de manière à ce que ce qu'on pousse en production, ce soit des choses de qualité. Il n'y a quasiment personne qui pousse des choses mauvaises en prod, parce qu'ils savent qu'ils vont payer le prix. Et ce n'est pas moi qui va être mécontent, c'est les autres ingés qui vont dire mais qu'est-ce que ça fait? Moins, voilà. Et la deuxième question, du coup, c'est un stage au JPL, c'est pas très intéressant. Un quoi? Un stage au JPL, c'est pas très intéressant. Un stage au JPL? Oui, au JPL. Je suis pas sûr de suivre. C'est pas Amazon, donc je sais pas. Tout dépend. Ça peut être intéressant. Tout dépend de ce que vous voulez
vous voulez faire. Moi, je sais que toutes les personnes qui sortent de chez Amazon ont absolument aucun problème à trouver un boulot après. À part si vous avez 8 à 10 ans chez Amazon, auquel cas on dit « Ah, ça va être dur de le faire changer, donc on va peut-être pas le prendre ». Mais les gens qui restent, en général, les gens restent entre 2 et 4 ans chez Amazon, partent, font quelque chose d'autre et ils font ce qu'on appelle un boomerang, qui leur permettent en fait de revenir chez Amazon. Et il y a beaucoup de boomerangs. Beaucoup de boomerangs. Moi j'ai une question plus sur la partie test et vous disiez que c'était seulement l'ingénieur qui était responsable. Oui. Est-ce qu'il y a des outils ou des équipes qui gèrent le test? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui teste le code hormis l'ingénieur qui l'a codé? Non, c'est tout automatisé. Donc en fait, ils créent leurs tests, ils les soumettent dans la branche de développement. Et en fait, les tests sont pris en automatique par la build pipeline, ça exécute, et si le test fail, ça coupe la build. C'est quoi les outils? Code deploy, on utilise du JUnit tout simplement, ou XUnit, en fonction de la plateforme, mais c'est du JUnit pour la majorité des cas. Pour les applications mobiles, c'est un petit peu différent. Il y a d'autres, Appium, je crois. Je ne me souviens plus. J'ai tendance à oublier les frameworks parce qu'il y en a un nouveau tous les 3 mois de toute façon. Mais je crois qu'Appium, c'est celui qu'ils utilisaient le plus. Et en plus, il y a un service Amazon qui s'appelle Device Farm, qui, si vous avez des tests Appium, vous pouvez en fait les pousser et ils vous testent ça sur toute une batterie de téléphones portables. Une question sur justement de l'attractivité en interne entre les services, etc. Ça se passe comment justement Est-ce que ça se passe en bonne entente? Est-ce que ça se tire la bourre pour récupérer les deux. service à l'autre? On n'essaye pas de récupérer le service de quelqu'un parce que ça veut dire qu'il va falloir que je prenne la charge opérationnelle. Et non merci. Par contre, fonctionnellement, parfois on peut avoir des discussions en disant je ne pense pas que ce service doit être géré pas par telle personne, mais par tel groupe. C'est jamais à propos des personnes. Ça, c'est une des choses que j'apprécie chez Amazon, c'est que c'est jamais telle personne ne devrait pas gérer un service. C'est ce service, parce qu'il a pas mal de corrélations avec telle et telle fonction, devrait être sous la responsabilité de ce groupe-là. Donc ça, c'est des discussions et de toute façon, quand on bouge un service, on bouge le paquet complet, quoi. C'est pas on prend le code et puis on le donne à quelqu'un d'autre, c'est on prend l'équipe complète et on la met sous un nouveau manager de l'autre côté. Et changement entre équipes, justement, d'un ingé qui veut passer d'une équipe à une autre? Facile. Ils avaient mis une contrainte où il fallait que tu sois pendant 1 an en position avant de pouvoir changer d'équipe. Et en fait, ils l'ont changé. Ils l'ont changé parce que ça a permis de mettre en lumière les mauvais managers. Parce que qu'est-ce que font les ingénieurs quand ils n'aiment pas le manager? Ils vont en chercher un autre. Voilà. Même si c'est des sujets qui les passionnent, ils partent. On va prendre une dernière question. Aujourd'hui, on voit beaucoup de boîtes françaises appliquer les méthodes américaines et c'est pas toujours une réussite. Et est-ce que tu penses qu'on peut manager une équipe américaine comme une équipe française? Est-ce que socialement, ça pose pas trop de problèmes? Est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce qu'en gros, les méthodes de management de tech américaines fonctionnent réellement en France ou est-ce que socialement, c'est trop différent? Il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a un élément qui est super important et que la majorité des personnes ne sont pas conscientes. C'est votre culture. Quand est-ce que j'ai découvert la culture française? Quand je suis parti aux États-Unis et j'ai vécu aux États-Unis. C'est la première fois où j'ai été aussi français. Ça semble amusant comme ça, mais en fait j'en ai souffert. J'en ai souffert énormément parce que moi je faisais des choses qui me semblaient normales et les gens avec qui je parlais étaient complètement choqués, n'arrivaient pas à comprendre ce que je voulais,
J'étais pas le clown de service parce que je ne les amusais pas, mais j'étais vraiment la personne qui ne comprenait pas comment gérer l'équipe. La différence, c'était une différence de culture. Donc prendre les techniques de management américaines en les mettant sur une équipe française directement, ça peut être difficile à cause de la culture. Je faisais un commentaire à Arnaud dans l'IoT Valley, il y a un nice process chart, et qui me disent c'est juste une indication, une checklist pour vérifier à peu près si tout a été fait correctement. C'est bien. Ça ne marcherait jamais aux États-Unis, parce que ce n'est pas la manière dont ils travaillent. Donc, à l'inverse, prendre les techniques pures américaines et les amener en France, à moins que vous ayez conscience de la différence entre les deux cultures, ça va être difficile. Les US, c'est « get it done ». I don't care how you do it, you just get it done. Le process n'est pas important. En France, le process, c'est la base, c'est le démarrage. Aux US, ils s'en foutent. Est-ce que ça marche? Ouais, bon, c'est bon. Suivant. Alors, tu l'as bricolé avec des élastiques et du duct tape, mais c'est pas grave. Ça a une durée de vie certaine. Et puis voilà. Merci beaucoup. Sans cela, c'est plus confortable le vol. Ouais. Et il ne faut surtout pas que je dorme. Enfin, je peux dormir au début du vol, je ne peux pas dormir à la fin. Hier, on a discuté de pas mal de choses déjà, et tu avais parlé aussi de ce qu'on n'a pas abordé du tout pour l'instant ce soir, c'est de l'importance des métriques et de toutes les métriques au sein d'Amazon. Ouais. Et notamment, tu parlais de débugger certains problèmes, non pas en regardant du code, mais en regardant des métriques. Exactement. Ça, c'est une de mes, ce qu'on appelle les pet peeves en anglais. Il y a un truc, là, je vais montrer mon côté français. Je suis un cartésien. Descartes. Qu'est-ce qu'il a dit Descartes? Quantifier, c'est connaître. Ce qui veut dire que comment on quantifie? On quantifie en mettant des métriques. Il faut pouvoir mesurer. Le truc, c'est quand on écrit du code et que le code s'exécute, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur en mémoire, dans le CPU, et ainsi de suite. On ne sait pas combien de temps ça a mis pour faire une fonction, et ainsi de suite. Donc, quand il y a des variations qui arrivent, on n'a aucune idée que ces variations existent. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune idée si quelque chose commence à se dégrader. On n'a aucune idée si en fait le système est en train de mourir. Et il y a un moment, le système il va mourir, le système ne va pas être disponible. Et puis, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un problème? Et en général, c'est le client qui appelle et qui dit « je ne comprends pas, mon truc il ne marche pas ». Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur quand mes clients m'appellent et me disent « ça ne marche pas ». La meilleure réponse, et la seule réponse que je veux entendre de mes équipes quand un client appelle et qui dit il y a un problème, c'est on est déjà au courant, on travaille dessus depuis 10 minutes, ou un quart d'heure, ou n'importe quelle quantité de temps. La manière de faire ça, c'est d'avoir des métriques partout. Avoir des métriques sur les latences, point d'entrée, point de sortie. Avoir des métriques, on a des métriques sur les, pas des métriques sur les métriques, mais on a des métriques sur les services qu'on consomme. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je consomme un service B, le service B a ses propres métriques, j'ai une métrique sur ce service-là, que moi je gère, parce que je veux voir si ma dépendance, elle est en train de me tuer mon service. Donc je peux vérifier que quand je leur demande quelque chose, ils l'exécutent dans le temps qu'ils m'ont promis. Et s'ils ne le font pas, j'ai ma métrique qui va m'alerter. Une fois qu'on a défini la métrique, effectivement, il faut une alerte haute, une alerte basse, parce que une alerte haute, ça veut dire qu'on a une dégradation. Une alerte basse, ça veut dire qu'on a probablement une erreur. Je n'ai pas vu beaucoup de code qui soudainement commence à s'exécuter plus rapidement. En général, quand ça s'exécute plus rapidement, ça veut dire qu'il y a une erreur, parce que les erreurs sont toujours plus rapides que le code normal. Donc, si la latence commence à être super rapide, je ne suis pas content non plus. Méthode haute, enfin valeur haute, valeur basse, c'est ce qu'on appelle aussi TQM, Total Quality Management, qui est le principe
de Toyota qu'ils utilisent en industrie. On a un peu parlé de l'organisation des on-call tout à l'heure. On a parlé de 15 minutes pour rejoindre son PC. On a parlé un petit peu de tout ce qui était effectivement, vous n'aviez pas d'équipe opération. Mais du coup, on parlait un peu des rôles au-delà, opérationnels que prenait la personne on-call. Pas de code, tu disais, pendant quel Ça, c'est une des règles. En fait, la structure de l'équipe de développement, elle est comment? En général, on est limité. Le nombre d'ingénieurs qu'on peut avoir dans une équipe, la règle, c'est la taille de l'équipe, c'est on doit pouvoir la nourrir avec 2 pizzas. Sauf qu'ils n'ont jamais inclus combien un ingénieur peut manger de pizza. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est ce qu'on appelle chez Amazon 2 pizza team. Et c'est en général à peu près 5 à 6 personnes. Le truc, quand on regarde le rôle, c'est que avec le nombre de jours de vacances qu'une personne a, on multiplie ça par 6, ça fait à peu près une personne plein temps qui est en vacances pendant toute l'année. Heureusement, ce n'est pas la même personne. Mais on a aussi l'opérationnel. L'opérationnel, la personne est attachée à son astreinte. Et l'astreinte, elle dure 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Et en général, l'astreinte change à l'ingénieur suivant. Pendant cette période, les managers ont pris l'habitude de ne plus compter cette personne comme un développeur actif. C'est-à-dire que les fonctionnalités ou le développement qui doit prendre place n'est pas pris en compte. On ne prend pas cet ingénieur en compte, même si c'est un ingénieur clé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais combien d'opérations on va avoir à faire. Et deuxièmement, on utilise ce temps pour en fait améliorer la qualité opérationnelle. Donc, est-ce que les runbooks sont à jour? Est-ce que toutes les métriques sont à jour? Est-ce qu'il y a des métriques qui sont suffisamment claires? Est-ce qu'on doit changer les métriques pour pouvoir avoir un autre point de vue? Est-ce qu'on a aussi ce qu'on appelle des dashboards de métriques où sur une page web, vous avez 30 métriques dessus, quoi. Et cette métrique, elle est en plus pilotée par quel distribution center vous regardez. Donc ça, il y a un peu de code à faire et puis et ça nous permet en fait de contrôler tout ça. Donc il y a un ingénieur plein temps qui s'occupe de l'opérationnel, soit de traiter les tickets, soit d'améliorer les procédures. Je vais revenir un peu, on a parlé hier un peu de place d'infrastructure dans le développement, tu as parlé tout à l'heure aussi de garder des développements simples pour que ce soit scalable. Toujours et simple. Parfois de s'appuyer justement sur des éléments d'infra. C'était une des leçons que tu gardais un peu de chez Amazon, de ne pas réinventer la roue, de s'appuyer sur les bonnes briques d'infrastructure pour coder plus vite et de manière plus sûre. Comme je disais un petit peu avant, une des choses qui m'a surpris, c'est la simplicité de la majorité des systèmes. Une database NoSQL, c'est ni plus ni moins qu'un système de distribution de fichiers qui vont se mettre avec un petit peu d'indexation pour pouvoir retrouver. Donc c'est des systèmes qui sont très très simples par nature. Par contre, la complexité vient sur la distribution et sur la synchronisation qu'il doit y avoir. L'autre truc aussi, c'est que l'infrastructure permet aussi de simplifier tout ça. Là, par exemple, une des clés de l'infrastructure, c'est d'avoir un VPC qui est exposé sur l'Internet et plusieurs VPC derrière qui protègent ces serveurs. Ce qui permet en fait d'isoler les différents serveurs. Et en fait, la première couche, la couche qui est exposée sur le web, il n'y a quasiment rien dedans. Et il y a une raison, il y a une très très bonne raison pour ça. Le seul truc qu'on fait, c'est off and off the, authentication. On fait ces deux éléments-là dans la première couche. On fait tout ce qui est blacklisting, au cas où il y ait un DDoS, qu'on puisse dire, cette personne, cet IP, on ne va plus l'autoriser, ou ce compte, on ne va plus l'autoriser à passer.
et faire du throttling pour pouvoir éviter effectivement du DDoS. Et c'est tout ce que fait cette première couche. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus? Plusieurs raisons. La première, c'est si cette couche est compromise, il n'y a rien dedans. Vous pouvez la compromettre. Vous avez passé la première étape. La deuxième va être beaucoup plus dure parce que maintenant, on est dans des VPC internes à Amazon. Donc là, il y a de la complexité. L'autre truc aussi, c'est que comme il n'y a pas de logique, il n'y a rien à voler, quoi, quelque part. Il n'y a pas de database, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de tout ça. L'autre truc aussi, c'est que quand il y a besoin de changer les volumes de processing, eh ben, c'est des machines relativement light qu'on peut mettre et on peut les rajouter très très vite parce que le déploiement, il n'y a quasiment rien et elles sont opérationnelles immédiatement. Donc on peut réagir à des pics de trafic très très rapidement. Avant de passer peut-être aux questions, on a été très polish jusque-là. Du coup, ton pire souvenir d'exploitation chez Amazon, que ce sera avec Alexa ou des choses qui ont posé problème? Le pire, celui qui m'agace le plus, c'est qu'on fait des Game Day de manière régulière chez Amazon. Game Day, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, probablement, mais je vais le redéfinir. En fait, quand on sait qu'on va avoir un gros événement comme Prime Day, comme par exemple Black Friday, on sait qu'on va avoir un pic de trafic. Par exemple, Alexa, il nous disait on va avoir probablement à peu près 1000 TPS pendant le Super Bowl parce qu'on a une publicité qui va être pendant le Super Bowl. Donc ce qu'on fait, c'est que avant le Super Bowl, on va en fait faire un load test, donc un game day, où on va simuler ce trafic. Et le truc qui est le plus agaçant et le truc qui m'énerve à chaque fois, c'est que les gens préparent leur game day sans nous parler, donc ils ne connaissent pas l'implication. Et il faut savoir que le game day, on le fait en production. On le fait avec le trafic des clients. C'est sur les mêmes machines. Ce n'est pas des machines à part. Et le problème, c'est que si la distribution des scénarios qui sont utilisés pour le game day n'est pas bonne, il risque de over-indexed, comme on dit en anglais, de mettre trop de pression sur les machines. Et en fait, il dégrade le service client. Donc, pour les Game Day, à chaque fois, on demande à voir les scénarios, on ne les autorise pas, et c'est là que les blacklistings et les throttling sont importants, parce qu'on peut en fait changer le niveau de throttling par utilisateur. Donc, quand on sait leurs utilisateurs, on les lock, et puis on les regarde pas réussir leur game day, ils sont obligés de le refaire. Et ça, ils n'aiment pas parce qu'on le fait en général le soir, on le fait en pleine nuit en général. Donc ça a été le pire. C'est arrivé 4-5 fois où les mecs, on leur disait faut changer, faut changer, faut changer, ils ne l'ont pas fait et on a coupé. Ça. Avec Dynamo aussi, tu as vu avec DynamoDB, ça c'est un truc aussi qui était... Ça c'était de la frustration, c'était pas un mauvais, c'était de la frustration. DynamoDB, c'est la base de données NoSQL, donc c'est super scalable, on est capable de faire une tonne de trucs. Pour Alexa, pour le speech, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilisait 1% de la capacité DynamoDB d'Amazon. 1%, ça ne semble pas énorme, c'est absolument gigantesque. Parce qu'on avait plus de 5 milliards de requêtes par jour pour retirer de la donnée. Et en fait, on arrivait à la limite de DynamoDB, où l'outil lui-même, donc base de données SQL, c'était hors de question, on est passé à DynamoDB, ça marchait très bien, et on arrive maintenant à la limite de DynamoDB. Et en fait, la solution qu'on regardait, c'est utiliser S3, c'est-à-dire juste un file system. Et on allait faire notre propre indexation
parce que l'indexation de DynamoDB n'était pas suffisamment flexible pour nous. Mais à la fin, c'est écrire des fichiers dans un file system. C'est une des plus basses primitives et une des éléments les plus rapides. On aurait pu parler de graph database et choses comme ça, mais non, c'est beaucoup trop complexe. Il faut aller au plus simple. Et nous, à chaque fois, on regarde au plus simple. Quelle est la solution la plus simple qu'on peut mettre en place? Et des fois, on est forcé vers des solutions qui sont encore plus simples que ce qu'on voudrait. On va prendre quelques questions avant les pizzas. Je voulais savoir comment on apprend à bien monitorer une application sans vouloir prendre des platanes dans la tête. Vous prendrez les platanes, c'est tout. Il faut prendre les platanes. Et je veux revenir sur, en fait, sur le point qui était dit. Quand je dis pour débugger un problème, il ne faut pas regarder le code, il faut regarder les métriques. Le code, c'est extrêmement difficile à lire. Moi, je sais qu'il y a du code que j'ai écrit, 6 mois après, je le relis, je me dis, mais c'est qui l'ingénieur qui a fait ça, quoi? Parce que c'est horrible. On perd en lisibilité assez facilement. Et quand il est, une fois de plus, 2 heures du matin, qu'on est à moitié endormi, le code, c'est vraiment pas le meilleur truc. Par contre, les métriques, c'est très simple. Les métriques, ça vous donne une trend, et vous voyez s'il y a une variation à partir de là. Donc, c'est très facile, en fait, d'avoir des métriques de haut niveau qui vous disent « Ah ben là, la latence, elle a changé », et de voir après, d'explorer à travers de cette latence quels sont les sous-systèmes qui conditionnent. Donc, vous passez d'un graphe à un autre, et vous regardez où est-ce que les éléments ont changé. Et par exemple, vous allez peut-être voir, bah tiens, là, le cache, maintenant, prend beaucoup trop de temps. OK, donc maintenant, je sais que je dois me focaliser sur le cache. Et donc, à partir de là, je peux regarder plus de métriques autour du cache. Donc, plus on a de métriques, mieux c'est. C'est très difficile au début de se dire, je crée des métriques, mais elles ne servent à rien. Et inversement, je crée probablement trop de métriques. Ça, c'est avec l'expérience. Commencer macro et après... toujours commencer macro et essayer. En général, ce qui est bon de savoir, c'est les points d'entrée, points de sortie par rapport au système. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous invoquez un autre service, vous mettez un point d'entrée, point de sortie, vous mesurez la latence, vous mesurez le nombre de calls, d'invocations, la latence, et les erreurs et le type d'erreur. Si vous arrivez à faire des métriques autour de ça, vous êtes relativement protégé. Parce que vous savez maintenant s'il y a un problème dans votre service, et s'il y a un problème dans votre service, si c'est à cause d'un service qui est dépendant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est interne. Donc là, déjà, ça vous élimine 80% des problèmes. Et puis après, ce qui est bien avec les métriques, c'est qu'il y a un certain nombre de patterns, et quand vous voyez les patterns, vous pouvez faire des runbooks par rapport aux patterns. Parce que les mêmes problèmes ont tendance à se reproduire. Le dernier point... Non, il n'y a pas de dernier point. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez un framework pour ces métriques de base quand l'ingénieur colle une fonctionnalité? Il y a des métriques de base qui sont pré-définies et pré-envoyées ou à chaque fois c'est custom? Et pareil, pour analyser ces métriques-là, est-ce que c'est genre de site web ou c'est sur le mail? Il faut aller dans différents... Ce qu'on utilise de plus en plus, c'est CloudWatch chez AWS. Donc, ils ont un framework de métriques. Tous leurs services, en fait, poussent des métriques dans CloudWatch. Pardon. Donc, il y a déjà pas mal de métriques qui sont générées, notamment toutes les métriques de CPU, le taux d'utilisation, le taux de mémoire. Ça, déjà, c'est déjà une bonne indication. L'avantage, c'est que, par exemple, de temps en temps, il y a des machines qui deviennent folles. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'exécute pas correctement, le CPU, il s'envole. Donc, une fois de temps en temps, ce qu'on fait, c'est que quand on détecte ces patterns, eh ben, on prend la machine, on la met à la poubelle, on en demande une autre et on la remonte et ça marche.
Donc ça, c'est déjà un certain nombre de métriques qui viennent de l'infrastructure. Pour notre propre code, ce qu'on a fait, enfin Amazon déjà a déjà tout un système de publication où vous déclarez, enfin c'est déclaratif pour les web services que vous voulez, les opérations pour le REST API, et tout est généré en automatique, incluant toutes les métriques. Mais ça, vous pouvez le refaire vous-même assez facilement. Si vous faites du Java, vous pouvez utiliser le Aspect Oriented Programming. Vous définissez des points d'entrée, points de sortie, et puis vous faites la métrique ici, et vous l'envoyez. Et après, à chaque fois que vous créez une REST API, vous l'encadrez avec ce truc de métrique. Et donc ça passe. Donc, mais il faut être systématique. Ça, c'est le truc avec les métriques. Il faut être systématique. Jusqu'à présent, vous n'avez pas parlé de documentation. Du coup, est-ce que... Documentation, c'est le code. C'est-à-dire un nouvel arrivant, on lui dit, bah vas-y, lis. Non, on lui donne en fait, comment dire, on lui donne un projet qui lui permet en fait qui commence à explorer. Il y a de la documentation et du training pour les outils. Il y a très très peu de documentation en général sur le service lui-même. C'est une des choses sur lesquelles Amazon n'est pas très très bon. Et le code change tellement rapidement qu'essayer de maintenir la documentation tout le temps, c'est un peu difficile. Donc on encourage les développeurs à mettre des commentaires, mais bon, il y a beaucoup d'ingés qui considèrent que les commentaires c'est has-been parce que de toute façon je peux lire le code. À 2h du matin, je vous garantis, faites l'essai. Un jour, réveillez-vous à 3h du matin, mettez-vous sur l'ordinateur et essayez de trouver un bug au milieu. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On fait tout pour digérer l'information au maximum. C'est pour ça que les métriques sont importantes. Parce que si on comprend les métriques, on comprend comment le système fonctionne. Après, quand on va dans le code, on sait ce qu'on recherche. Donc on n'est pas à essayer de trouver une erreur, on essaye de trouver un comportement. Et on peut valider le comportement par rapport au code. Ça, c'est beaucoup plus simple. Une dernière question. Au niveau des architectures de développement, est-ce que vous utilisez des choses comme Kubernetes, Istio, des choses comme ça, ou quel langage vous avez de préférence? Personnellement, j'ai pas vraiment de préférence. C'est plutôt qu'est-ce que les ingénieurs veulent travailler avec. Parce qu'à la fin, c'est eux qui vont devoir écrire les tests. Donc en général, on se met d'accord sur un framework et puis on l'utilise. Ça, c'est un des trucs qui est pas mal chez Amazon. Il n'y a pas de dogme sur ce qu'il faut utiliser ou pas utiliser. Si je ne veux pas utiliser les outils Amazon pour faire mes builds, je peux faire mes propres builds. Je peux faire mon propre système de déploiement si je veux. Je serais idiot de le faire parce que ça va me coûter une fortune à le refaire et en termes de perte de productivité, mais je suis tout à fait à même de faire ce que je veux. C'est ma responsabilité en tant que Software Development Manager de faire en sorte que l'équipe fonctionne et qu'on est capable. C'est le get it done attitude des US. Il n'y a pas de règles. Hein. On ne met pas de règles. On ne met pas de grosses règles en place. On termine ici.